C'est à 12h30. Bon, on va démarrer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Première chose technique, les portables, évidemment, pour ceux qui auraient oublié de les éteindre. Alors, avant de démarrer, sont excusés Paul Molac, député du Morbihan, et Philippe Jumeau, secrétaire de la Fédération 56 du Parti communiste. Voilà. On vous indique que les prises de parole seront filmées pour pouvoir mettre sur le site internet et du coup permettre à tous ceux qui ne sont pas là ce soir de voir les prises de parole. Par contre, pas les échanges avec la salle. Alors du coup, l'intention de cette soirée, c'est vraiment permettre à chacun de se réapproprier cette histoire qui dure depuis si longtemps et qui est tellement complexe. Aujourd'hui, le comité de soutien, c'est une trentaine de personnes qui se réunissent toutes les semaines au Café de la Pente, qui travaillent, qui communiquent, qui prennent des contacts, etc. Mais il y en a 150 qui reçoivent les comptes rendus toutes les semaines et 150 autres qui reçoivent des infos plus ponctuellement. Mais on se rend bien compte avec le temps qu'on a perdu un peu les gens parce que c'est extrêmement complexe. D'où l'idée de cette réunion publique de ce soir. Au niveau du déroulé, du coup, Jean-Luc vous présentera un peu l'historique. Ensuite, Olivier fera un éclairage sur le MAE, le mandat d'arrêt européen. Et Pascal aura la tâche ardue de nous faire un point juridique sur les enjeux et voilà où on en est, ce qu'il y a encore comme piste possible. Et c'est mis en image par Johanna. Donc même chose, cette frise chronologique, on la retrouvera sur le site internet. On ne pourra pas tout dire ce soir et le but c'est de ne pas vous noyer sous les infos. Du coup, on vous invite vraiment à aller voir sur le site internet qui a été fait par Olivier, qui est extrêmement bien nourri si vous voulez creuser un point ou quelque chose que vous n'avez pas trop compris. Chris, qui tient le stand d'info là dehors, a concocté aussi un petit document qui est une synthèse des principaux éléments à retrouver sur le site internet, des principaux liens. Voilà, quand on ne veut pas se noyer dans toutes les infos qu'il peut y avoir sur le site. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je passe la parole à Ecopaille, un collègue de travail de Vincenzo, et puis ensuite on va pouvoir démarrer. Bonne soirée. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Guillaume Lescan, je fais partie d'Ecopaille avec mes 18 autres collègues salariés associés que je représente ce soir. Tout d'abord, pour ma petite histoire, moi je connais effectivement Vincenzo depuis une dizaine d'années en fait, au travers des associations, des soirées, différents moments qu'on a su partager, qui j'ai rencontré d'abord, et puis ensuite est venue cette fâcheuse histoire d'arrêt à notre grande surprise, voilà. Et suite à ça, on s'était aussi rencontrés sur des chantiers, voilà, on connaissait comme quelqu'un qui faisait de la finition dans les différents chantiers, et on appréciait beaucoup de travailler avec lui. Et on a, suite à la sortie de la maison d'arrêt, quand il a été arrêté en 2019, on a proposé du coup de l'embaucher. Voilà, donc ça fait plus de 3 ans qu'il travaille avec nous au sein de la coopérative Ecopaille. Il est devenu aussi associé, donc c'est un associé coopérateur. Et ce qui nous attache à lui, c'est son côté humain et quelqu'un qui sait faire aussi avancer les idées, quelqu'un qui sait être coopérant dans les projets que l'on mène, dans les idéaux que
que l'on a. Et voilà. Donc pour nous, au sein de la coopérative, c'est toujours un moment un peu, une histoire qui nous rattrape et à chaque procès. Voilà. C'est une personne avec qui on aime travailler, quelqu'un qui a des grandes qualités, quelqu'un qui ne mérite pas du tout d'être accusé pour ce qu'il est. On a aujourd'hui l'impression qu'à toute manifestation, on pourrait imaginer aujourd'hui par exemple être dans la même situation si on avait les mêmes lois dans notre pays. Voilà. Notre espérance effectivement est de pouvoir conserver cet associé avec nous et au sein de la coopérative encore longtemps. Voilà. Donc, on va espérer plein de choses, on va espérer pouvoir que la justice ait un regard qui ne cautionne pas du coup ce mandat européen et qui abolirait cette loi et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Bonsoir, vous m'entendez là? Ok, je m'appelle Jean-Luc et donc je vais faire un bref historique. Tout a commencé non pas par une nuit dans le désert de l'Arizona, mais tout a commencé à Gênes en 2001 par le contre-sommet du G8. Je vais faire très bref là-dessus parce que je crois que tout le monde en a beaucoup entendu parler, mais il n'est pas inutile de faire un rappel. 3 jours de manifestation où un autre monde est possible. Et ce contre-sommet de Gênes s'est terminé dans un bain de sang. Il y a eu un mort, Carlo Giuliani, qui a été tué par la police. Il y a eu l'attaque par les policiers de l'école Diaz, où, sous prétexte de trouver les manifestants qui avaient amené des cocktails Molotov, ce sont les mêmes policiers qui les ont amenés pour justifier l'intrusion et on va dire le massacre dans l'école Diaz, parce qu'il y a eu des blessés graves, il y a eu une violence terrible. Il y a un autre épisode, un sinistre épisode, c'est qu'un certain nombre de manifestants ont été emmenés dans une caserne, la caserne Bolzaneto, où ils ont été victimes d'actes de torture. Bon, c'est un peu difficile à dire, mais j'ai quand même envie de le dire. Des manifestants qui ont été pris un peu comme ça au hasard et qui ont été emmenés dans cette caserne, qui ont été torturés. Torturer, ça veut dire lever les mains, être dénudés, avec la police qui tourne autour des filles qui sont dénudées avec des mégots de cigarettes, des matraques, les gens obligés de chanter des chants nazis, etc. Voilà, donc à la suite de ça, eh bien, les policiers qui ont commis des actes de torture, les policiers qui ont commis des exactions pendant ce contre-sommet, ont été jugés, certes, mais ils ont été très vite amnistiés. On a appris même récemment, enfin récemment non, mais plus tard que certains, il n'y a pas si longtemps, ont été promus. Et donc il y a une justice à 2 vitesses, parce que d'un autre côté, ce qu'on appelle aujourd'hui les 10 de Gênes, ce sont des manifestants qui ont été pris au hasard, et c'est le cas de Vincenzo Vecchi, n'a pas été arrêté sur place. Il a été arrêté 1 an et demi ou 18 mois, je ne me souviens plus exactement. Après, sur une base de photos que la police avait, où ils ont pris 10 personnes pour montrer, pour allumer un contre-feu par rapport aux exactions de la police. L'État italien a voulu se venger en quelque sorte en prenant des manifestants soi-disant responsables. Et tout ça sur les bases d'une loi dont on reparlera tout à l'heure, qui s'appelle Saccage et dévastation, qui est une loi mussolinienne issue du code Rocco, qui permet d'accuser des gens sur la simple présence à une manifestation sans avoir besoin de prouver leur implication dans des dégradations. D'autre part, cette loi, c'est considéré comme un crime en Italie, et donc les 10 de Gênes et Vincenzo Vecchi ont écopé de 12 ans Vincenzo en tout cas, de 12 ans de prison ferme. Le procès de Gênes a duré très longtemps.
Il y a eu un arrêt définitif par la Cour de cassation en 2012. Et apprenant sa condamnation, Vincenzo n'a pas fui son pays, il a fui simplement l'injustice. Il s'est réfugié en France où il est venu habiter à Rochefort-en-Terre. Et c'est là qu'un beau matin, un après-midi d'août 2019, on apprend, parce qu'en fait on le connaissait, c'était un copain, on le voyait partout, il faisait des tas de trucs avec nous, mais on ne connaissait pas trop son histoire. Et un jour d'août 2019, on apprend qu'il a été arrêté par la brigade de recherche des fugitifs. Et là, on va découvrir son histoire. Immédiatement, un comité de soutien se crée au Café de la Pente. On réunit une 50 ou 70 personnes et on essaye de trouver des avocats. On essaye de voir ce qu'on peut faire. Et ensuite va se produire un long feuilleton judiciaire dont vous avez une partie du résumé au tableau. Vincenzo est arrêté, il est donc, se trouve à la prison de Rennes et il va comparaître dans un premier temps devant une cour d'appel. Là, on apprend la cour d'appel de Rennes. On apprend qu'il a contre lui 2 mandats d'arrêt européens, ce qu'on appelle le MAE. Olivier nous en parlera plus longuement tout à l'heure. Un pour Gênes, pour les manifestations du contre-sommet, et un pour Milan, une manifestation qui a eu lieu en 2006, une manifestation au départ antifasciste qui a été autorisée par les autorités, et la manifestation des antifascistes, elle, a été interdite. Donc là, Vincenzo a aussi écopé d'une peine de prison, et cette peine, il l'a effectuée en Italie. Et la Cour d'appel de Rennes a examiné les 2 mandats d'arrêt européens. Le comité de soutien a essayé de réunir un certain nombre de preuves pour démontrer que les mandats d'arrêt européens n'étaient pas aussi nets que le pensait le procureur. Celui de Gênes avait été très mal rédigé par l'Italie. Celui de Milan, on a découvert par la suite que ce mandat d'arrêt n'avait été non avenu, puisqu'on n'émet pas un mandat d'arrêt européen quand on a déjà effectué sa peine. Donc l'Italie s'est montrée complètement déloyale dès le début de la procédure. La Cour d'appel de Rennes, cependant, a refusé d'extrader Vincenzo Vecchi. Immédiatement après, le procureur s'est pourvu en cassation. À la suite de ça, la cassation de Paris a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et renvoyé de nouveau vers la Cour d'appel d'Angers. La Cour d'appel d'Angers a donc réexaminé. Entre-temps, le mandat d'arrêt européen concernant Milan a été donc abandonné. Il n'avait pas lieu d'être là, donc c'était presque une tricherie d'Italie. C'est simplement un peu pour charger la mule, pour dire, vous voyez ce qu'il a fait. Il a fait ça aussi, mais juridiquement, ça n'avait pas lieu d'être. Donc c'est vraiment de la pure déloyauté. La Cour d'Angers va examiner le mandat d'arrêt européen. Je fais juste une parenthèse, à chaque fois, on ne juge pas Vincenzo Vecchi, mais on juge la validité du mandat d'arrêt européen. Et donc la Cour d'appel d'Angers décide que parmi les infractions qui lui sont reprochées, je ne rentre pas dans le détail, certaines ne sont pas compatibles avec une loi, avec l'équivalent d'une loi en France. On reviendra aussi tout à l'heure. Bref, la Cour d'Angers refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen et renvoie une nouvelle fois vers la Cour de cassation à Paris. La Cour de cassation décide, donne raison quelque part à la Cour d'Angers en disant il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais elle ne veut pas décider elle-même, donc elle va poser ce qu'on appelle une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg et qui n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, qui est autre chose. Cour européenne des droits de l'homme, on peut la saisir qu'à la fin de toute procédure. Donc la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un peu la maison mère du droit européen, c'est-à-dire que c'est elle qui dit le droit. Et si une juridiction d'un des membres de l'Union européenne se pose une question en termes de juridique, elle pose cette question à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice de l'Union européenne va répondre parce qu'on croyait au début être un avis, mais en fait elle envoie une injonction, c'est-à-dire elle dit à la Cour de cassation, vous êtes obligé d'exécuter ce mandat d'arrêt européen. Donc la Cour de cassation se réunit et elle décide, elle aurait pu d'ailleurs dans un premier temps décider elle-même de refuser le mandat d'arrêt et de libérer complètement Vincenzo Vecchi de toute procédure, mais elle a préféré demander cet avis à la Cour de justice.
et européenne. Et la Cour de cassation à Paris décide de suivre, elle est obligée en fin de compte de suivre l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc elle casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers et elle renvoie de nouveau vers une autre Cour d'appel. Et ce ne doit pas être la même Cour d'appel qui suivent le dossier. C'est donc renvoyé aujourd'hui à la Cour d'appel de Lyon, donc, qui aura lieu, donc l'audience aura lieu le 24 février à Lyon à 11h. Et voilà en quelques mots où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez apporter des précisions. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais parler d'un sujet extrêmement glamour en cette Saint-Valentin, c'est le mandat d'arrêt européen, le MAE. Du coup c'est une décision cadre prise par le Conseil de l'Union européenne qui a été en 2002. Son objectif premier c'était de remplacer la procédure d'extradition. Pourquoi? Parce que ces procédures étaient extrêmement lentes, elles étaient instruites par des juges. Et donc le principe était d'accélérer ces procédures pour que ça aille plus rapidement, sachant qu'on est dans un contexte qui arrive après les attentats de 2001 et il y a toute une série de lois contre le terrorisme et des procédures accélérées qui se mettent en place. Et donc le principe est de pouvoir rendre plus efficace et plus rapide les échanges de prisonniers, des gens qui ne se sont pas soumis à leur peine, ou qui n'ont pas pu être jugés, et donc il y a l'État qui demande à ce qu'on livre ces personnes-là pour qu'elles puissent être jugées ou exécuter leur peine. Je vais vous parler donc du MAE dans son principe, et après j'aborderai la question de comment ça se passe avec Vincenzo dans son affaire. Les principes sur lesquels repose le MAE, c'est une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre États. Il faut savoir que si l'Italie émet une sanction, elle doit être reconnue par tous les États de l'Union européenne et inversement. Et donc c'est basé aussi sur une confiance mutuelle et une coopération entre les pays, et donc avoir une loyauté envers les États. Donc Jean-Luc nous a déjà montré que dans cette histoire-là, l'Italie ne fait pas preuve d'une loyauté exemplaire puisqu'elle émet des MAE qui ne sont pas valides. Concrètement, le MAE fonctionne pour la France depuis le 1er avril 2004. Il y a eu une révision de la Constitution mars 2003 pour remplacer les procédures d'extradition. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus que de mandat d'arrêt européen. L'extradition pour la communauté européenne prévaut. Pour que justement il y ait cette procédure qu'elle soit efficace et rapide, il y a 32 cas qui ont été donnés, qui sont le terrorisme, la participation organisée criminelle, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants, j'en passe et des meilleurs. Il y a 32 cas qui sont listés. Dans ce cas-là, on est vraiment dans une procédure automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de pouvoir instruire le dossier. On prend la personne, on l'extradie automatiquement, et il n'y a pas besoin de pouvoir, il n'y a pas moyen de pouvoir se défendre. Quand on est en dehors de ces 32 cas, et c'est le cas de Vincenzo, puisqu'il ne fait pas partie de ces grands délits, il y a une procédure qui est possible, c'est ce qu'on appelle la double incrimination, et c'est au juge du pays d'exécution, celui qui reçoit le MAE, de pouvoir rejuger si ça en vaut la peine. Et il examine, en fait, il a la possibilité d'examiner si la peine qui a été donnée pour la personne dans son pays d'origine trouve une équivalence dans le pays qui est censé exécuter. À savoir que, est-ce qu'il y a une équivalence entre la peine qui a été appliquée en Italie, est-ce qu'il y a une équivalence en France, au niveau du délit et de la peine. Donc je vais y revenir, puisqu'il y a une loi qui s'appelle le saccage et dévastation en Italie qui pose problème pour nous en France. Il faut savoir que les MAE est assujetti et contraint par la Charte des droits fondamentaux et qu'il y a donc un certain nombre de choses à respecter.
Dans ces droits fondamentaux, il y a plusieurs principes qui sont importants. Il y a le principe de proportionnalité, à savoir si la peine n'est pas disproportionnée de manière justement excessive. Et puis il y a un principe de l'égalité aussi, c'est-à-dire à savoir que chaque citoyen doit être au courant de la loi qui peut s'exercer sur lui. Et on verra que la loi Rocco a été ressortie des limbes du code juridique fasciste italien pour pouvoir traiter des cas de gêne. Donc voilà, c'est à peu près le cadre du MAE dans lequel on se situe. Et maintenant, je vais plus parler du cas de Vincenzo et par rapport à la peine qu'il encourt et expliquer un peu ces 12 ans et demi et comment on essaye de faire en sorte qu'ils ne subissent pas cette injustice-là. Je voudrais dire aussi que sur la chaîne YouTube, il y a 2 petits films d'animation faits justement par Johanna, Gaël et Agnès qui parlent du MAE avec des dessins comme ça et animés. Et sur Gênes 2001. Donc vous pouvez les consulter sur la chaîne YouTube du comité. Donc sur l'affaire Vincenzo, il y a une loi qui a été appliquée sur les 10 de Gênes. C'est une loi qui s'appelle saccage et dévastation. C'est une loi qui a été introduite par le régime fasciste en 1930 et qui était là pour faire une répression extrêmement sévère. Pour éliminer toute opposition politique. Elle repose sur 2 principes fondamentaux qui sont donc le concours moral, à savoir que toute personne qui participe à une manifestation est responsable de tous les actes qui ont été commis pendant cette manifestation, même si elle n'a pas participé à ces actes-là. Donc c'est un basculement qui s'opère entre la notion de... Je vais y arriver, je me suis perdu. Oui, c'est ça. Passage de la responsabilité individuelle au passage de la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on n'est plus jugé en tant qu'individu seul, mais selon l'ensemble des manifestants. Et donc, du coup, on peut être jugé sur des faits qu'on n'a pas fait. Et donc, il y a un passage aussi de la présomption d'innocence à celle de culpabilité, puisque le simple fait de participer, d'être vu dans cette manifestation, vous met sous le coup de la culpabilité des actes qui ont été faits pendant cette manifestation. Donc ça, c'est le premier point qui est important, et ce concours moral, on l'a de plus en plus dans les lois européennes aujourd'hui. Donc c'est aussi une thème d'actualité qui ne concerne pas uniquement que Vincenzo et l'Italie, ça nous concerne aussi en France. Et le deuxième principe, c'est que ce délit-là a été, on est passé d'un délit à une criminalisation, avec des peines extrêmement sévères qui pouvaient aller de 8 à 15 ans, uniquement pour avoir participé à ces manifestations, même si on a été tout à fait pacifique. Donc, il y a une atteinte clairement des droits fondamentaux à la liberté de manifester qui est en cause dans cette partie-là. Le principe de l'égalité n'a pas été respecté parce que ça a été une loi qui a été sortie des wagons, qui n'était plus du tout utilisée depuis des années, depuis l'après-guerre en fait, et qui ont été sorties à ce moment-là et qui a été réutilisée depuis le procès de Gênes 2001. Ça a été un peu avant avec l'histoire de Milan dont on a parlé, mais donc dans cette période-là, et qui a été complètement réutilisée par la suite de Gênes, pour effectivement répondre à une politique de terreur qui a été faite à partir de Gênes sur tous les mouvements sociaux qui se sont passés en Italie. Donc le principe de l'égalité n'était pas très respecté, le principe de proportionnalité encore moins, parce que c'est évident qu'encore en France, on n'a pas encore ce genre de peine, et heureusement. Et donc, du coup, ça devient, une peine complètement disproportionnée. Sur la loyauté de la justice italienne, de toute évidence, elle n'est pas tout à fait loyale dans la mesure où elle a émis un faux MAE. C'est quand même assez grave, en tant que représentant de la justice italienne, qui a fourni ça à la justice française. Donc c'est une procédure de justice à justice, donc des choses extrêmement officielles.
Et en même temps, ça pose un problème global au niveau européen, c'est-à-dire qu'accepter d'appliquer ce mandat d'arrêt européen, c'est accepter le fait qu'une loi fasciste puisse être appliquée au sein de l'Union européenne. Et de manière plus étendue, compte tenu des régimes politiques qui peuvent se développer dans certains pays au sein de l'Union européenne qui peuvent faire des lois liberticides, on va nommer personne, mais on pense plutôt des pays proches du côté Est. Ces lois-là, en fait, il n'y a rien qui est pour les contrecarrer. Si on applique cette loi, ce MAE, qui fera office de jurisprudence au sein de l'Union européenne. À titre d'exemple, si on parle beaucoup en ce moment de lois un peu rétrogrades autour de l'avortement, comme en Pologne ou autre, si une femme vient essayer de se retrouver parce qu'elle a avorté en Pologne et qu'elle veut échapper à la justice et qu'elle veut prendre asile en France, donc au sein de cette Europe, aujourd'hui, si un cas comme celui-ci fait jurisprudence, on ne pourra pas refuser d'appliquer le MAE pour cette femme. On peut décliner ce cas-là à plein d'autres cas sur des lois qui pourraient être totalement liberticides dans des pays. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le parti politique a remporté les élections en Italie n'est pas forcément très démocrate et très sujet à l'équité, aux droits fondamentaux, etc. Et au-delà du MAE, dans cette histoire-là aussi, il y a un très grave problème d'équité entre les sanctions qu'ont eu les policiers en Gênes et les sanctions qu'ont eu les 10 manifestants, sachant que sur cette manifestation-là, il y avait 300 000 personnes, et qu'il n'y en a que 10 qui ont pris pour toutes ces personnes-là, qu'eux, ils ont pris des peines de très lourdes, donc qui allont de 8 jusqu'à 12 ans. Vincenzo, je crois que c'est celui ou le deuxième qui a pris le plus. Il faut savoir que l'Italie a été condamnée pour acte de torture par la Cour européenne des droits de l'homme, que cette peine, cette sanction n'a pas eu d'effet en Italie parce que ce crime-là n'existait pas dans le code italien. Ils ont été obligés de le mettre à jour quand même. Et comme l'a déjà dit Jean-Luc, les policiers ont été tous amnistiés et n'ont purgé aucune peine, et que certains ont été même promus. C'est pour dire l'inéquité qu'il y a dans cette histoire-là et le fait qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. Je rappelle aussi et surtout qu'il y a quand même la mort d'une personne qui s'appelle Carlo Giuliani, qui a été abattu d'une balle dans la tête, qu'il y a eu une répression sanglante, planifiée et orchestrée à Gênes 2001, avec que des actes de torture qui ont déjà été dites, que ça n'a pas été improvisé du tout, que les images et les procès qui ont été là prouvent cette planification-là. Un des anciens responsables de la police italienne a fait ses aveux et ses regrets quelques années plus tard. Donc voilà, c'est une affaire grave, en fait, cette histoire-là. Et il faut voir qu'elle peut aussi être entendue au-delà du cas de Vincenzo. Je vous remercie. Bonsoir, merci beaucoup de votre intérêt pour cette affaire, parce qu'en vous intéressant au cas de Vincenzo Vecchi, vous vous intéressez aussi à une cause juste. Alors moi je m'appelle Pascal, pour celles qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent, Pascal Jaouen pour ceux qui me connaissent un peu moins. J'ai été dans ma vie professionnelle avocat puis magistrat. Et si je me suis vraiment engagée dans la cause de Vincenzo Vecchi, c'est parce que je trouve qu'on est placé véritablement dans une terrifiante injustice, un procès assez kafkaïen finalement qui se poursuit depuis 3 ans et demi, quelque chose qui ne ressemble pas à la justice que j'ai servie dans ma vie professionnelle pendant toute mon existence.
Je ne le connaissais pas, moi, avant de m'engager. C'est par l'intermédiaire d'amis de Rochefort-en-Terre que j'ai connu ce qui lui arrivait. Et petit à petit, en m'intéressant à cette affaire et en travaillant dessus, j'ai été complètement terrifiée et révoltée de voir comment on pouvait, au travers finalement d'un outil juridique qui était destiné à totalement autre chose et qui est dévoyé, qui est le mandat d'arrêt européen, comment finalement on était en train d'essayer de broyer la liberté d'un homme 22 ans après des faits qu'il a commis, des faits uniquement matériels, parce que c'est quelqu'un qui n'a blessé ni agressé personne, broyer quelqu'un 22 ans après, alors qu'il est réfugié, enfin installé en France depuis 12 ans, et qu'il a maintenant une existence, une vie totalement reconstruite ici. Donc avec un travail, comme vous avez entendu tout à l'heure, un de ses associés, une vie sentimentale, une vie amicale, la preuve, hein, nous sommes tous là. Voilà, je trouve ça incroyable que l'on puisse supporter que cette injustice puisse se dérouler et puis se réaliser, hein, puisque on est aujourd'hui, ce soir, toujours depuis 3 ans et demi, dans l'incertitude totale de ce qui va se passer. Alors, ça a été cette affaire durant 3 ans et demi de procédure. La course aux émotions, on a gagné quelquefois devant la cour d'appel de Rennes, devant la cour d'appel d'Angers, et puis on a perdu, et puis là on ne sait pas encore si on va gagner ou perdre. Et si on va éviter que Vincenzo Vecchi soit remis à l'Italie pour aller effectuer 12 ans et demi de prison. Et puis la justice, par l'exemple de 10 personnes prises au hasard, surtout pas d'ailleurs des gens qui étaient politiquement engagés ou syndiqués et qui auraient pu avoir une certaine protection. Non, non, c'était vraiment 10 personnes bien choisies pour ne pas être suffisamment défendues, sur 300 000 manifestants, dans un contexte d'une violence inouïe du côté policier, puisque quand on avait vu un film, le film sur l'école Diaz, mais je vous assure, vous ressortez, vous êtes complètement horrifiés des conditions dans lesquelles la police est intervenue au contre-sommet du G8. C'était des coups de matraque, c'était sur tout le monde, hein, même des gens qui étaient des hommes d'affaires, des commerçants qui n'avaient pas trouvé où dormir et qui étaient là dans cette école à dormir. Ils ont frappé tout le monde, ils ont envoyé tout le monde à l'hôpital. Ils en ont même ressorti de l'hôpital pour les amener à la caserne Bolzaneto et effectuer des actes de torture, comme ça a été qualifié juridiquement par des instances internationales. Donc on se trouve effectivement à un point d'injustice où on essaie d'informer sur le cas de Vincenzo Vecchi, mais qui dépasse totalement le cas de Vincenzo Vecchi. Parce que si l'on est là, c'est aussi parce qu'on voit se dessiner à travers ce dossier, et notamment depuis l'arrêt de la Cour de justice européenne du 14 juillet 2022, sur lequel je vais revenir quelques instants, on voit combien finalement le citoyen européen et le citoyen français, le citoyen 400 millions de citoyens européens, peuvent être impactés par un mandat d'arrêt européen qui ne respecte finalement plus aucun des garde-fous, plus aucun des contrôles, plus aucune des garanties que le droit normalement européen et supranational ou notre droit français interne aurait pu permettre de s'appliquer. C'est donc un cas grave parce qu'il y a vraiment une atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles, et normalement le juge qui est le gardien des libertés individuelles, eh bien dans ce dossier, et puis dans d'autres peut-être, hein, dès qu'un citoyen européen sera concerné par un mandat d'arrêt européen, je pense qu'on pourra trembler pour ses droits.
on se rend compte que tout à chacun, parce que il est par exemple homosexuel, eh bien, il pourra dans un pays qui n'accepte pas l'homosexualité, s'il se réfugie en France, et finalement être remis au pays pour y subir une peine et des mauvais traitements à cause de ce mandat d'arrêt européen. C'est un exemple qu'avait pris l'avocat à la Cour de cassation à un moment. Pareil pour une femme qui aurait avorté ou qui aurait aidé à avorter une autre, et où on trouverait finalement, c'est ce qu'a dit la Cour de justice européenne, finalement qu'il y a toujours une infraction un petit peu similaire, un peu voisine, qui peut permettre de dire qu'on va le remettre quand même, on va quand même remettre la personne sans qu'on soit respectueux absolument des règles et du droit et de la concordance entre les infractions d'un pays et d'un autre. Alors moi, ce soir, voilà, ça c'était un peu une introduction, puisqu'il me revient de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de la procédure et du droit. C'est peut-être pas la partie la plus facile dans ce dossier. Et donc je vais commencer par vous expliquer que nous nous trouvons à un niveau de cour d'appel. C'est-à-dire que le mandat d'arrêt européen, ça se fait entre les pays par les autorités judiciaires, donc d'autorité judiciaire à autorité judiciaire, et au niveau de la cour d'appel. Alors ça, c'est très facile à comprendre. Dans un procès, il y a plusieurs phases. Vous avez d'abord la première phase, c'est devant le tribunal. Et puis si l'une partie n'est pas d'accord, eh bien elle fait appel, elle va devant la cour d'appel. Et si elle n'est toujours pas d'accord, eh bien il y a la cour de cassation qui statue en droit. Nous, on est au niveau de la cour d'appel et au niveau d'une formation dans la cour d'appel qui s'appelle la chambre d'instruction. Donc, quand il y a le mandat d'arrêt européen, au départ, il a été créé dans un but assez louable. On était juste après le 11 septembre 2001. On estimait qu'en Europe, vaste continent où il y a 27 États, ce serait beaucoup plus commode que par l'extradition de s'échanger les terroristes, les criminels, les trafiquants de stupéfiants, d'enfants, d'êtres humains, etc. Donc on a cet instrument qui au départ est un but légitime, finalement a été complètement dévoyé actuellement au niveau des droits fondamentaux et des libertés individuelles, parce qu'on l'applique à des manifestants, on l'applique pour criminaliser des manifestants. Alors, je vous le disais, c'est au niveau de des chambres d'instruction, des cours d'appel, où le procureur de la cour d'appel italienne envoie un mandat d'arrêt européen au procureur général français pour arrêter une personne qui est recherchée. Soit elle est recherchée parce qu'on veut la juger, soit elle est recherchée parce qu'elle a déjà été condamnée. Et c'était le cas de Vincenzo Vecchi. Donc la première, pour Vincenzo Vecchi, lui, il a été donc arrêté, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui, 2 mandats d'arrêt, le 6 juin 2016, après ces faits qui s'étaient déroulés en 2001. Donc vous voyez, il y a eu un très long processus judiciaire en Italie, il y a eu le tribunal, ensuite la Cour, il a été condamné en 2009 par la Cour d'appel de Gênes, oui. Et ensuite, il y a eu un arrêt définitif le 13 juillet 2012. À la suite de cet arrêt définitif du 13 juillet 2012, il a été condamné là définitivement à 12 ans et demi de prison. 10 ans pour dévastation et pillage, 2 ans et demi pour d'autres infractions, plusieurs infractions qui faisaient un total de 2 ans et demi. À la suite de cette décision de 2012, donc l'Italie va émettre le 6 juin 2016, c'est-à-dire 4 ans plus tard, un mandat d'arrêt européen, parce qu'ils veulent essayer de récupérer cette personne pour l'amener dans leur prison. À partir de là, le mandat d'arrêt il était émis, mais on ne sait pas où est la personne. Donc ils pensent qu'elle est en France, mais ils ne l'ont pas localisée. Il va être localisé en août 2019 et arrêté le 8 août 2019.
À ce moment-là, donc, naturellement, c'est le procureur général de la Cour d'appel de Rennes, puisqu'il est sur le territoire de la Cour d'appel de Rennes, qui est un peu le chef d'orchestre de cette procédure, qui l'auditionne et qui le place en détention. La Cour d'appel de Rennes va, dans un premier temps, et heureusement, parce qu'on avait très peu, pour toutes les personnes qui connaissaient Vincenzo, très peu d'éléments sur exactement ce qui lui était reproché, va envoyer une demande d'information, de supplément d'information aux autorités italiennes, parce qu'on ne comprenait pas vraiment, c'était tellement mal rédigé, etc., que donc le mandat d'arrêt européen était très très mal renseigné. Et on va s'apercevoir à ce moment-là, parce qu'il y a ce supplément d'information, qu'en fait le mandat d'arrêt de Milan, où il avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour avoir participé à une manifestation antifasciste qui était interdite alors que la manifestation fasciste était permise, et bien en fait que ce mandat d'arrêt n'avait pas lieu d'être, puisque la peine avait déjà été effectuée, qu'elle était éteinte. Alors ça, c'est quand même assez incroyable d'émettre un tel acte alors que finalement la personne n'a plus à répondre de sa peine. Donc ça, la Cour d'appel de Rennes a déclaré caduc. Et pour ce qui concerne celui de Gênes, eh bien, elle a estimé que la procédure était complètement irrégulière, ce qu'elle était, nulle, parce que en fait, Vincenzo Vecchi avait demandé au cours de son audition devant le procureur général un avocat en Italie. Il avait le droit d'avoir un avocat en France, il l'avait, et il avait le droit aussi de choisir, puisque c'est une procédure extrêmement rapide qui normalement se déroule en quelques jours, 3 jours, 1 semaine, enfin voilà, ça va très vite. Vous êtes arrêté en France, hop, on vous emmène en Italie, et là il faut bien que quelqu'un vous accueille, que vous soyez défendu par un avocat pour éventuellement rediscuter de la condamnation que l'on veut vous faire effectuer. Et là, cette demande d'avocat italien n'avait pas été transmise comme il aurait fallu. Donc la Cour d'appel de Rennes a déclaré que c'était absolument nul et elle a ordonné sa remise en liberté. On est en novembre 2019. Alors ça aurait été bien, on était tous très contents, très heureux. Il était sorti de prison et puis tout semblait s'arranger au mieux. Mais dans les 5 jours de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, il y a eu un pourvoi en cassation qui va être systématique durant toute la procédure. À chaque fois qu'une Cour d'appel a refusé l'exécution du mandat d'arrêt pour Vincenzo Vecchi, il y a eu recours et pourvoi en cassation du procureur général. La Cour de cassation, dans un arrêt contestable, on peut le dire, puisqu'il y avait vraiment violation d'un des droits essentiels de la défense qui est d'être défendu dans les 2 pays, en France et en Italie, va, par une argutie sur l'expression dans laquelle ça a été demandé, par un tour de passe-passe juridique, dire bah oui, finalement, il a dit si j'étais remis à l'Italie, alors je demande, mais c'était pas sûr, il avait mis une condition. Donc vous voyez, c'est vraiment de chercher à éviter. Donc elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes. Et à ce moment-là, elle a renvoyé devant la Cour d'appel d'Angers, où nous avons de nouveau donc été plaidés, trouver des avocats, enfin reprendre nos avocats, recommencer la procédure. Et là, la Cour d'appel d'Angers va rendre un arrêt beaucoup plus fouillé, beaucoup plus motivé, sur un tout autre motif, en estimant que sur un article de notre code de procédure pénale, qui, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Olivier, en fait, quand il y a un mandat d'arrêt européen, si on n'est pas un terroriste, un criminel, etc., et qu'on ne rentre pas dans la liste des 32 infractions, eh bien, vous avez le droit d'avoir la garantie de la double incrimination. C'est-à-dire qu'il faut que dans le droit français, il y ait l'équivalent au moins de dévastation et pillage, ou au moins d'autres infractions qui soient l'équivalent, la correspondance de l'infraction italienne.
En gros, en fait, il faut que les faits qui ont été condamnés, punis en Italie, eh bien, aient pu aussi, s'ils s'étaient produits en France sur le territoire français, aient pu aussi être répréhensibles au niveau pénal. La Cour d'appel d'Angers a estimé que non. Pour dévastation et pillage, donc ça représente quand même 10 ans, ce qui était important, elle a estimé que pour ces 10 ans, il n'y avait pas d'équivalence possible avec dévastation et pillage, et ce n'est pas étonnant, puisque dévastation et pillage est, comme l'a très bien expliqué Olivier, une infraction sortie des oubliettes du code pénal italien, qui n'avait plus été du tout utilisée depuis 76 ans, avant Gênes 2001. Donc vraiment, on a ressorti cette espèce de crime italien créé par Rocco, le ministre de Mussolini, et qui, effectivement, punit la présence même à la manifestation sans même qu'il y ait forcément d'agissement. Donc il n'y a absolument pas d'équivalent dans notre code pénal français, parce que nous, on ne punit que le fait vraiment personnel qui matérialise le fait d'avoir commis une infraction. On ne peut pas se trouver simplement à proximité de là où se commet quelque chose et d'être considéré comme coupable. Voilà. C'est ce qu'a dit la Cour d'appel d'Angers, en disant, pour Vincenzo Vecchi, il a été condamné pour dévastation et pillage pour 7 faits, mais je vois qu'il y en a 2 dans les décisions italiennes où ils disent il est à proximité, il est proche de ceux qui font quelque chose, une destruction, etc. Mais lui, on n'a absolument pas la preuve qu'il l'a fait. Donc on estime qu'il est innocent de ces 2 faits sur 7, et donc on n'appliquera pas ce mandat d'arrêt européen parce qu'il n'y a pas la double incrimination. Voilà, donc ça c'était une très belle arrêt, une très belle victoire. Et de nouveau pourvoi en cassation. Là, la Cour de cassation va dire oui, je trouve que le raisonnement de la Cour d'appel d'Angers est un bon raisonnement, je l'approuve, mais on va quand même demander l'avis de la Cour de justice européenne. Et pour interpréter en fait les textes européens justement sur cette double incrimination et savoir comment on doit l'appliquer. Méchante idée, parce que la Cour de justice européenne, jusqu'à maintenant, elle est là pour que le mandat d'arrêt européen il fonctionne bien, qu'il soit efficace et qu'on ne s'embarrasse pas aux entournures de droits fondamentaux ou de choses trop précises. Et donc elle a rendu un arrêt le 14 juillet 2022, qui nous a coupé un peu l'herbe sous le pied, puisqu'elle a dit oui, que finalement, ce crime de dévastation et pillage italien, c'est pas la peine que ça soit très concordant. Ça peut être assimilé au délit simple en France de dégradation. Alors ça passera comme ça. Et la Cour de cassation qui avait pris la précaution de lui demander, oui mais attendez, si il a été condamné pour 7 faits et qu'il n'y en a que 5, alors là la peine devient disproportionnée. Si vous avez fait que 5 faits et qu'on vous accuse de 7, la peine elle n'est pas la même. Hein. Alors elle a dit, il a quelque chose d'extraordinaire, pour un juriste en tout cas, elle a dit, finalement, c'est que à l'Italie d'apprécier s'il y a disproportion ou pas. Et le pays d'exécution, la France, n'a pas trop à se mêler du principe de proportionnalité de la peine, alors que c'est un principe supérieur qui est dans la charte des droits fondamentaux européens, qui donc, d'ailleurs qu'elle rappelle en haut de tous ces arrêts, en tête de tous ces arrêts, comme quoi elle doit absolument l'appliquer, mais elle dit, mais non, c'est pas à la France de l'appliquer, c'est pas au pays d'exécution de l'appliquer, c'est au pays d'émission, qui lui, de toute façon, ne l'applique pas. Et elle, juridiction européenne, non plus ne l'applique pas. Donc, elle a rendu cet arrêt, et qui, malheureusement, a une force très importante, puisque ce n'est pas un arrêt qui donne juste comme ça une interprétation dont on peut tenir compte ou pas compte et qui serait facultatif, il est obligatoire. Donc, quand c'est revenu devant la Cour de cassation qui avait demandé l'interprétation, eh bien, la Cour de cassation a dit « Je suis obligée d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers ». Et donc je casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers.
Elle nous a quand même ménagé une petite porte de sortie dont on espère qu'elle nous sera favorable, parce qu'elle aurait très bien pu, à ce stade, dire « bon, non, ça suffit, on siffle la fin du jeu et j'ordonne la remise de Vincenzo Vecchi à l'Italie ». Elle ne l'a pas fait et elle a renvoyé de nouveau l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon. Cour d'appel de Lyon, devant laquelle donc l'affaire sera plaidée dans 10 jours, le 24 février, et devant laquelle donc ça nous donne quand même une bouffée un petit peu d'air pour refaire valoir d'autres arguments. Alors pas forcément sur la double incrimination encore, qu'on peut peut-être le présenter d'une autre manière, mais en tout cas ça donne d'autres arguments, d'autres possibilités de moyens juridiques, notamment celui d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale sur la vie qu'il a construite en France, aussi sur les arguments de procédure où le mandat d'arrêt de Gênes avait été vraiment très très mal renseigné, présenté comme un véritable torchon, rien n'était coché, les renseignements n'étaient pas fournis, on avait fourni un mandat d'arrêt à côté qui n'avait aucune valeur, enfin voilà, donc il y a ces moyens de procédure-là. Autre moyen de procédure aussi, de revenir aussi sur cette histoire de non-transmission de la demande d'un avocat italien. Voilà, donc devant la Cour d'appel de Lyon, nos avocats, les avocats de Vincenzo Vecchi, qui deviennent presque un peu les nôtres, c'est vrai, vont refaire valoir tous ces arguments. La veille du procès, il y a organisé une conférence de presse où donc les journalistes pourront interroger les personnes qui seront présentes, les avocats de Vincenzo, d'autres avocats aussi qui se sont proposés. Il y aura Eva Joly qui m'a confirmé cet après-midi qu'elle serait là. Voilà, des gens qui sont motivés par la cause que nous défendons et dont je viens de vous résumer les grandes étapes, et on croise les doigts. Merci, bravo. Du coup, avant de passer le micro à la salle, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, voilà, ce simple citoyen, pour soutenir Vincenzo et le comité. Évidemment, il y a un appel à dons. On a déjà eu 36 000 € de frais de justice, de frais d'avocat. On se dit que ça ira au moins jusqu'à 50 000 €. Donc l'appel à dons, il est permanent, il y a des caisses là au fond, il y a moyen de faire des chèques, enfin voilà. Évidemment, signer la pétition, évidemment aller voir le site internet, communiquer sur l'affaire autour de vous. Si vous avez des contacts particuliers à Lyon, on est preneurs, on a déjà tout un comité de soutien qui s'est mis en place là-bas, on parlait des avocats qui seront présents, les médias, enfin voilà, ça bouge, mais on est preneurs de plus. Voilà, et puis je laisse la place aux questions, s'il y en a.